à tous. Je suis vraiment, ravie et soulagée, de voir, que vous êtes là. Vous êtes venus. J'avais vraiment peur, que la salle soit vraiment vide, hein, demande à mes collègues. C'était ma hantise avec, Derrick Reitan's à côté. C'était chaud. Donc merci. Qui je suis? Je suis, Head of Engineering chez Deezer, j'ai, 46 ans. Voilà, ça c'est dit. On peut passer à autre chose. Je regarde les visages. Non, ça va. Je fais mon âge. Je suis manager d'équipe depuis, plus de 15 ans maintenant et parallèlement à ça, je suis, flûtiste semi-professionnelle, ce qui veut dire que en fait, j'ai eu, mon premier prix, supérieur de flûte traversière au conservatoire, mais que je n'en ai pas fait mon métier et du coup, je joue, dans des orchestres que pour le plaisir. Voilà. Alors, pourquoi cette thématique? Alors, j'ai assisté, à l'évolution, de notre métier avec l'arrivée, des méthodes agiles, et l'industrialisation, la normalisation, du développement logiciel, et ce jusqu'à une dérive, vers l'utilisation à l'extrême de process, ce qui amène de mon point de vue à l'uniformisation, des individus. Alors j'ai longtemps, réfléchi à une façon, d'expliquer, mon raisonnement et en fait, c'est vachement difficile, de s'élever, contre, les process, sans passer pour au mieux, une fainéante ou au pire des cas une idiote. Parce qu'en fait, les process ça fait pro et surtout ça nous rassure et ça rassure aussi la hiérarchie. Donc c'est assez difficile. En parallèle de ça, j'ai eu, pas mal, d'occasions de jouer, dans des orchestres, amateurs, ou semi-professionnels et j'ai été dirigée par, beaucoup de chefs d'orchestre, soit amateurs ou professionnels et j'ai été, subjuguée, je suis toujours subjuguée par, leur conduite, des répétitions, le rendu, final, jour des concerts et surtout cette dynamique de l'orchestre, et cette énergie qui se dégage de l'orchestre, quand on en fait partie. Du coup, le parallèle a commencé un peu à germer dans ma tête et c'est devenu évident, parce qu'avant ça, pour moi, c'était assez caricatural de comparer, ces 2 mondes-là. Alors l'organisation et le fonctionnement d'un orchestre classique, sont rodés et matures, hein. Il faut savoir que l'apparition, des premiers orchestres, professionnels arrive, à la toute fin, du 19e siècle, là où finalement, notre monde est beaucoup plus jeune, en constante évolution, heu, comparativement à ça et du coup, voilà, j'arrive à cette question, pourquoi ne pas s'inspirer, de ce qui fonctionne bien, dans ce milieu? Alors vous allez me dire, mais en quoi l'équipe technique se rapproche d'un orchestre? Alors oui, c'est pas la queue de pie. Peut-être, on joue parfois du pipeau, peut-être, mais mais non. Ouais, moi j'en vois en fait, beaucoup, et à commencer, par, la hiérarchisation, de nos organisations, que ce soit dans la tech ou au niveau des orchestres. Alors l'orchestre est organisé en grandes familles d'instruments. Il y a les vents, les cordes et les percussions. Voilà, j'ai l'impression d'être prof, de musique au collège. Mais non, non, je ne vais pas vous demander de sortir vos flûtes à bec, vous inquiétez pas. Au sein de ces grandes familles d'instruments, il y a des pupitres. Donc un pupitre, OK, c'est un trépied, pour poser la partition, mais pas que. Un pupitre, représente, l'ensemble des musiciens, musiciennes jouant du même instrument et au sein d'un pupitre, il y a un chef de pupitre, qui est responsable, du bon fonctionnement, du groupe et de jouer les solos, pendant les concerts. Au-dessus de ça, on a le premier violon, qui est, un rôle clé et très haut dans la hiérarchie, de l'orchestre, qui est le relais entre le chef d'orchestre, et le ou la chef d'orchestre et l'orchestre. Il est responsable notamment de l'accord, de l'orchestre et puis, des coups d'archet, je ne sais pas si vous avez déjà vu un orchestre jouer, mais toutes les cordes jouent dans le même sens, qui tirent avec l'archet, dans le violon, c'est pour que voilà, toute la le phrasé soit, homogène. On a aussi, un poste, qui est marrant, qui est le timbalier, qui est le deuxième poste le plus important de l'orchestre et qui lui, s'occupe de l'assise de l'orchestre avec la rythmique. Il a pareil un lien privilégié avec le chef d'orchestre parce qu'en fait, timbalier, c'est le bonhomme chauve en haut là
il est haut placé en haut de l'estrade et du coup, voilà, il a un regard, privilégié avec le chef d'orchestre et en cas de pépin, il est capable avec un coup de timbale de remettre, d'aplomb, l'orchestre qui était peut-être en dérive. Hem, donc voilà et alors chez nous, pour, revenir à notre comparaison, chez nous dans la tech, bah, pareil, on a une direction technique qui va être organisée en différentes équipes, par métier. On va retrouver, la QA, l'infra, le réseau, le dev, et on va peut-être aussi organiser soit par stack, soit par groupe de fonctionnalités, ça dépendra des entreprises et des directions techniques. Heu et en parallèle de ça, on retrouve tous les liens hiérarchiques dans une direction technique. Il y en a pas mal, hein. Il y a la team de managers, les engineering managers, les VP engineering, les head of engineering et il y en a peut-être que j'oublie et après il y a aussi des rôles, qui ont un niveau hiérarchique qui est plus ou moins élevé avec les experts, les architectes et cetera. Donc c'est finalement, c'est très, très, très hiérarchisé. Alors, on a aussi, les grilles de salaire, nos carèmes framework qui vont, détailler, les rôles, suivant les grades et cetera. Au niveau de l'orchestre, c'est pareil et c'est, encore plus strict. Les ranges de salaire, ne vont pas se chevaucher. C'est vraiment très précis, il y a des niveaux de salaire qui vont différer si on est soliste ou musicien, durant. Alors l'autre point, commun, c'est, les process, omniprésents. Sur l'orchestre, il y a le placement sur scène qui est défini à l'avance et qui est fixé et qu'il faut suivre. On va retrouver, tout proche du public, les premiers rangs, de musiciens sur le bord là, au niveau des cordes. C'est des musiciens, qui sont les plus aguerris techniquement, donc les plus forts, ceux qui vont jouer les voix, du dessus et on va retrouver vers le milieu de l'orchestre tous les musiciens qui sont peut-être, moins forts et qui jouent un peu moins bien, qui ont un peu moins de technique. Tout est prévu, pour que, le rendu soit le meilleur possible et on retrouve pareil, une hiérarchie de placement, au niveau de tous les instruments, avant et au-dessus. La tenue vestimentaire qui est quand même, homogène et c'est pour une bonne raison, hein, c'est qu'en fait c'est l'orchestre qui se produit et pas, pour le coup, un individu en particulier et donc il y a un intérêt à homogénéiser, la tenue vestimentaire pour que voilà, ce soit l'orchestre qui soit en représentation. Hem il y a l'accord, quand l'orchestre va s'accorder, le premier violon va faire un petit geste, pour prévenir l'oboïste, il va faire un la, il va le tenir, ça voilà, ça va dérouler, et puis, les cordes vont prendre le relais et s'accorder. C'est très, très efficace, c'est protocolaire pour que ce soit le plus efficace possible, que ça dure le moins longtemps possible. Les entrées-sorties sur scène avec les levées assis quand le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre arrive, la chef d'orchestre va, serrer la main, du premier violon, voilà, ils vont tous pouvoir se rasseoir, enfin voilà, tout ça est défini. Il y a le recrutement aussi, pareil, défini avec, heu, certaines épreuves à passer et qui peuvent différer, suivant, l'instrument et on va, avoir par exemple, le premier violon ou le timbalier qui eux vont avoir une épreuve de plus, consistera à jouer avec, l'orchestre. De notre côté on a, pas mal de process aussi. On a tous les rituels agiles, bah, les daily, les sprint planning, les rétrospectives, les refinements, enfin il y en a beaucoup. On a aussi les process de review, les process de MEP, les process, de validation et de QA, les suivis des incidents de production avec, le suivi des tickets, la communication, des incidents, la bonne communication des incidents auprès des clients et pareil, un process de recrutement, qui est, cadencé avec un certain nombre d'entretiens, incluant l'entretien technique, dans certains cas. Alors la composition aussi, notre composition, que ce soit dans nos équipes tech, ou dans l'orchestre, finalement est très similaire. On va retrouver, des amateurs, des semi-professionnels, des professionnels dans l'orchestre. Ça définit en fait le niveau de technicité, par rapport à son instrument. Chez nous, ça va être les niveaux, stagiaires alternants qu'on va accompagner, dans l'apprentissage, les juniors et après ça va se dérouler en confirmé ou expert et puis après on a aussi, des musiciens jeunes, beaucoup moins jeunes et pareil, de notre côté, heu,
voilà et tout ça, ça se mélange. Spécificité supplémentaire au niveau de l'orchestre, c'est qu'il y a aussi on peut être professionnel, en fait, très technique dans son instrument, mais junior en tant que musicien d'orchestre, parce que c'est vraiment un métier, à part entière. Et j'en arrive, à cette comparaison, qui est là peut-être un peu caricaturale, mais puis qui peut-être va vous interpeller. On a les partitions, qui sont, méga détaillées et là vous allez peut-être me dire: «Ouais, mais nous nos specs, c'est pas aussi, nickel. Si elles étaient peut-être aussi, détaillées, on aurait peut-être moins de bugs en prod». Heu, peut-être, mais attention quand même parce que même si tout est détaillé et toutes les intentions du compositeur apparaissent dans la partition, il y a une énorme part d'adaptation que vont faire les chefs d'orchestre, pour que, il va s'adapter à ce qu'il aura devant lui et les musiciens qu'il aura devant lui et finalement, un forté avec cet orchestre-là sera peut-être pas un forté, il va réadapter pour que le tout soit cohérent. Chez nous, on a, une flopée finalement de documents, qui peut être plus ou moins détaillé avec les expressions de besoin, cahier des charges, spécifications fonctionnelles détaillées, spécifications techniques, documents d'architecture, enfin, les scénarios de test, la stratégie de test, enfin, il y a quand même pas mal de documents qui nous permettent quand même de travailler et puis après le déroulé en tickets, qu'on planifiera. Alors, ça y est, on a balayé, les comparaisons. C'est voilà, je voulais éviter que vous pensiez que je sois dans le cliché et je voulais vous convaincre que, la comparaison est possible. Donc j'espère que c'est le cas. Alors j'arrive à cette question, pourquoi l'orchestre, ne déçoit quasiment jamais son public? Là où, on ne va pas se mentir, nous décevons, plus régulièrement, nous, sur la qualité ou sur les plannings. Je suis désolée, mais c'est vrai. On se déçoit nous-mêmes, hein. Alors je pense que l'un des axes, de réflexion autour de ça, du pourquoi, je pense que, c'est assez central, c'est les objectifs et les rôles sont très clairs au niveau de l'orchestre. On a une date de concert, un lieu fixé et un programme aussi fixé à l'avance et en fait, on ne peut pas faire objectif plus clair que ça. Mieux défini, pour moi, ça n'existe pas et cette date de concert, elle est pas décalable, hein. L'orchestre doit être prêt pour le jour J ou du moins et c'est important je de que quand je dis ça, c'est du moins donner le meilleur possible, le meilleur de lui-même possible à cette date-là et donc les programmes, sont définis à l'avance en fonction, du niveau et surtout des forces, de l'orchestre. Et puis, il y aura peut-être des renforts qui seront appelés. C'est un peu notre équivalent de consultant, de prestat qui va venir un peu renforcer les équipes. Mais ce qui est important de retenir, parce que je ne veux pas dire qu'on décale les plannings parce que nous, c'est possible. C'est pas ça, on va quand même pas non plus trop à la facilité. Ce qui fait que l'orchestre arrive à tenir aussi les dates, c'est qu'il l'orchestre est lucide face à un objectif et du coup, il ne va pas se mettre en difficulté. C'est pas possible, par respect par le public et par respect par soi-même. Donc en fait, les programmes, ils vont vraiment être définis en fonction du nombre de répétitions qu'il aura et en fonction de l'effectif, qui sera, là le jour J, en fait. Et pour donner un exemple, les chefs d'orchestre vont pas, faire jouer une symphonie, de Berlioz, méga difficile à un orchestre composé que de jeunes musiciens en apprentissage. Enfin, ça n'aura aucun sens, à part un ratage complet et enfin voilà et pas cool pour le public. Donc imaginez si on appliquait notre façon d'appréhender les plannings au monde de l'orchestre. Imaginez si la date de concert était reportable au besoin. Dans le cas, par exemple, dans le cas où un second mouvement d'une symphonie serait pas nickel, nickel, qu'il y aurait peut-être des choses à retravailler, je suis convaincue, hein, que la majorité des concerts seraient décalés. Parce qu'en fait, c'est humain, on a envie de peaufiner, et donc voilà, c'est le planning, c'est peut-être une solution facile, mais ça reste quand même une solution en cas de galère. Alors le 2e, la deuxième piste de réflexion, c'est autour de l'engagement individuel, et de la cohésion. L'orchestre, est sur scène, face à son public. Il y a une espèce de sensation de enfin, il y a une sensation. Enfin, c'est vraiment ça, on est tous pour un pour tous. Heu, Chaque musicien, musicienne est dans l'action, met de côté son ego et n'a qu'en tête que le résultat final. C'est vraiment, voilà, il y a une espèce de dynamique, de groupe, qui s'installe. La conscience individuelle, du niveau de chacun aussi est très importante. Chacun est conscient de son niveau, de ses faiblesses, mais de ses forces, hein
et c'est surtout connaît aussi celle des autres. Ce qui fait que en fait, heu, une hiérarchie quasi naturelle va se construire au sein du groupe, et quand un musicien va intégrer, un pupitre, et bien, l'harmonisation du son, tout l'équilibre va être à retravailler, mais tout ça, ça va se faire naturellement. Je donne un exemple. Par exemple, on imagine une clarinettiste, un clarinettiste qui rejoint un pupitre de clarinette qui est déjà en place depuis pas mal de temps. Ce clarinettiste-là ou cette clarinettiste-là a des difficultés à jouer pas fort. Le groupe va l'intégrer et va se rendre compte de ça, et pour éviter que voilà le rendu, soit, finalement trop fort, ils vont tous jouer moins fort en fait, et globalement on sera sur un rendu, équivalent et parfait. On sera sur un bel unisson. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est que aussi tous les musiciens sont à l'extrême écoute de ce qui se passe, autour d'eux, et ils vont s'adapter de façon, naturelle, heu, à la situation, pour atteindre un équilibre parfait. Alors cette extrême écoute, en fait, leur permet d'avoir une intelligence de situation, une intelligence individuelle au service du groupe, et heu, cette intelligence de situation leur permet de prendre des initiatives. Mais des prendre des initiatives raisonnées, sans risque. Donc il y a une espèce d'intelligence d'action, enfin il y a une intelligence d'action qui est vraiment réelle, et je vais vous parler d'une anecdote, qui s'est vraiment déroulée, dans l'orchestre de Boston. Il y a un second pendant un concert, hein. Il y a un second violoniste, donc c'est les violonistes, qui sont plutôt sur le fond de l'orchestre. Au moment où il tourne son livret de partition, il voit qu'il y a une page en fait, de la partition du timbalier qui s'est glissée dedans. Ils jouent, hein, parce que ça les violonistes, ils jouent énormément pendant les concerts, hein. C'est vraiment des ils s'arrêtent quasiment jamais. Il regarde, il fait un petit regard furtif à l'arrière là, en hauteur, et il voit le timbalier, mais en stress total, avec la sueur. C'est en train de jouer, mais il doit se passer, 1000 choses dans sa tête. Il se dit: «Comment je vais faire? Je le connais pas par cœur». C'est foutu. Le violoniste, il a conscience, hein, s'il y a pas de timbalier à un moment donné, l'orchestre s'écroule et l'orchestre s'arrête. Donc c'est vraiment une grosse catastrophe, hein, pour un orchestre, surtout de ce niveau-là. Alors, il se dit: qu'est-ce que je vais faire?» Enfin, il se dit ça très rapidement et en jouant, hein. «Je peux pas me lever, c'est pas possible, ça va se voir, hein. En plus, j'ai 5 rangées, à passer avant de l'atteindre, donc c'est un peu chaud, quoi». Et il se dit: «Ah mais je suis pas mauvais en avion en papier. Je suis pas mauvais en avion en papier», et du coup, il prend l'initiative, il en fait un avion en papier, la partition, et il l'envoie, en espérant qu'elle elle arrive au plus proche du timbalier, et elle est arrivée au pied du timbalier, et il a été sauvé. Et grâce aux avions en papier, grâce à en fait à une expertise que ce musicien a, et qui a rien à voir avec, son milieu professionnel, hein. C'est une expertise, complètement individuelle, et il s'en est servi, pour agir, et là, ça a été un succès. Alors, je raconte ça parce que, ce qui est important là-dedans, de retenir, bon, déjà la prise d'initiative, hein. Ça aurait pu rater, hein, ça aurait pu rater. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, il a pris l'initiative en fonction de ses capacités individuelles, et pas en fonction de ses capacités professionnelles. En fait, c'est là où l'individu a vraiment une grande part et apporte énormément au groupe, et voilà, enfin, c'est assez, c'est assez beau, à voir. Alors, j'ai pas trop parlé, des chefs d'orchestre, pour le moment. Quel est son rôle? Alors, on peut se poser la question, enfin moi je me suis beaucoup posé la question, dans le monde de la musique, pourquoi des fois il y a un chef d'orchestre? C'est vrai que l'orchestre, ils sont l'air tellement au point que s'il y en avait pas, ce serait pareil. Je pense que pareil, nous, dans la tech, des fois on se pose cette question-là, hein: «Pourquoi il y a un chef?» Sans chef, peut-être ça marcherait pareil. Je sais pas, il y a tellement de couches, de hiérarchie. Alors dans la musique, la fonction de chef, elle est assez récente dans l'histoire de la musique. Elle est apparue, seulement à la fin du XVIIIe siècle, et en fait, c'est la complexité, des compositions et l'augmentation des effectifs associés pour jouer ces compositions-là qui ont fait que du coup, ce besoin de chef, a émergé. Donc en fait, voilà, sur des petits ensembles, il y a pas de chef d'orchestre. Sur des gros orchestres, il y a un chef d'orchestre. Alors, quel est son rôle et objectif?
Alors je vais revenir avec un peu de sémantique. En français, chef d'orchestre, on utilise le mot chef, et en allemand, Dirigent. Et là, là, on c'est clair, hein, c'est vraiment ça évoque tout de suite un rapport de supérieur à subordonné, pas d'ambiguïté. En anglais, c'est le mot qui est utilisé, c'est conductor. Là, c'est tout de suite plus ambivalent. Et là, on retrouve un peu l'idée de conduite. Les chefs d'orchestre vont guider, pour que tout le monde arrive, à bon port. Alors, le chef d'orchestre, ou la chef d'orchestre, comme, le ou la manager d'équipe technique, n'est pas expert de tous les instruments. Il connaît en revanche, extrêmement bien, les limites et les capacités de chaque instrument. Il va apprendre à connaître chaque instrumentiste de son orchestre, sur qui s'appuyer pour aider les nouveaux ou les plus jeunes instrumentistes et sur qui s'appuyer pour jouer, les solos. Il saura aussi quelles sont les faiblesses de chaque musicien, musicienne. Par exemple, ça pourrait être des faiblesses de rythme, de qualité de son ou carrément de perte de moyens, le jour de concert, hein. Et surtout, et ça c'est très important, il connaît les points forts de l'orchestre et de ses musiciens. Elle va s'appuyer, sur cela pour établir les programmes les plus judicieux, compte tenu des répétitions qu'il aura en fait, et on revient un peu à la lucidité, quand on se prépare à un concert du tout début. Alors, l'objectif, des chefs d'orchestre. Alors, la chef d'orchestre, hein, a pour seul objectif de donner la meilleure prestation en concert en ayant en tête l'effectif qu'il aura. Et en fait, hein, c'est important de revenir là-dessus. Du coup, en résumé, si je reformule, c'est obtenir le meilleur rendu possible avec l'orchestre qu'il a devant lui. Et donc tout est adapté, tout est optimisé et anticipé pour y parvenir. Alors il y a une citation, que je trouve, très belle d'un chef d'orchestre, de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Alors: «Mon but, que mon orchestre soit non pas le meilleur, mais le meilleur qu'il puisse être. Les classements ne veulent rien dire. Quand je dirige un orchestre magnifique, où mon orchestre atteint le meilleur niveau qu'il soit capable d'atteindre à ce moment-là, il est pour moi le meilleur du monde et cela me bouleverse». Et je trouve que ça illustre bien, mon point de vue. Et en fait, du coup, si je fais le parallèle avec nous, les managers d'équipe technique, notre mission principale, et je pense qu'on a tendance à l'oublier, est de faire au mieux avec l'équipe que l'on a. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont se dire: «Ouais, avec l'équipe que j'ai, ça va être chaud». Non, non, mais et non, en fait, avec le recul, enfin, avec moi, les années d'expérience que j'ai en tout cas, c'est c'est ça n'arrive quasiment jamais. Enfin, le pourcentage de problématiques humaines, en fait, ou dysfonctionnement individuel est très, très rare. C'est c'est notre responsabilité de faire au mieux et je pense que dans la très, très, très grande majorité des cas, on y arrive. Alors, les qualités des chefs d'orchestre, la confiance en son orchestre. Oui. Alors, la chef d'orchestre ne peut qu'avoir confiance en son orchestre. Parce qu'en fait, c'est vrai que, les chefs d'orchestre, en fait, c'est les seuls qui jouent pas l'instrument, hein, sur scène. C'est quand même, donc il est obligé de faire confiance, à ses musiciens et s'il ne faisait pas confiance, la liberté d'action des musiciens serait impossible. C'est l'action qui va amener la confiance et pas et pas l'inverse. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, il va laisser, évoluer, librement, son orchestre et interviendra que pour canaliser si besoin. Il y a une anecdote, avec Karajan, qui est un grand chef d'orchestre, hein, et qui a une spécificité, c'est il y en a beaucoup, hein, c'est pas une spécificité de ce chef d'orchestre-là, mais il fermait, pendant de longs moments, en dirigeant, son orchestre, les yeux et puis, il battait comme ça des bras comme ça mais sur un tempo qui avait rien à voir avec la musique. Donc c'est imaginer les musiciens devant, là, ils disent: «Waouh, c'est je suis perdu». Et lors d'une répétition, il y a un flûtiste, qui dit, «Maestro, avec tout le respect, que j'ai pour vous», un peu timide, hein, parce que c'était quand même, un peu un il avait un petit côté despote, hein, on va pas
«Maestro, avec tout le respect que j'ai pour vous, à quel moment dois-je démarrer?» Parce que, la battue, elle est incompréhensible, il ferme les yeux, il y a enfin, il y a impossible de savoir et Karian lui répond: «Vous démarrez quand vous ne supportez plus d'attendre». Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que, le musicien ou la musicienne doit deviner ce que le chef attend de lui ou d'elle et doit laisser libre cours à son ressenti face à la situation. Si à un moment donné, quand il y a une phrase qui va se terminer musicale, à un moment donné, va falloir reprendre et en fait, cette sensation de reprise et de jouer à l'unisson, elle est, naturelle si tout le monde s'écoute alors que donner un ordre et battre exactement, le tempo, finalement, ça laisse pas assez de liberté et le résultat sera forcément moins bon. Alors, imaginez imaginez un concert, durant lequel, l'oboïste, soliste a un gros problème technique. Un gros problème technique, paf, une petite vis, est tombée par terre, il y a une clé qui ballotte, ça peut arriver, c'est la catastrophe. Mais, ça lui arrive pile poil avant de jouer un solo. Là, peut-être que l'oboïste 2 va prendre le relais, il va décider de jouer le solo. Mais il va le faire que, s'il s'en sent capable. S'il s'en sent pas capable, il prendra pas le risque, de le jouer et vaut mieux il se dira: «De toute façon, vaut mieux un blanc, qu'un gros couac». Heu et heu et ce qui est important là, c'est que cette prise d'initiative individuelle, quel que soit le résultat pendant le concert, il y a aucun de ses collègues musiciens, y compris le chef ou la chef, aucun ne lui reprochera son choix. La confiance, elle est complètement collective et on sait tous que chacun fera, au mieux à un moment donné, avec, les éléments qu'il aura et sa compréhension de la situation. Aucun process n'est nécessaire pour la prise d'initiative individuelle et ça se fait naturellement. Alors, si je pousse, le raisonnement, un peu vers l'absurde, si, je ouais, imaginez si, le chef, au lieu de faire confiance à ses musiciens, mettait en place un process d'aide à la décision pour ce genre de cas. Parce qu'un instrument qui est défaillant, un problème technique sur un instrument, ça peut arriver et c'est assez courant finalement. Nous, dans notre monde, on aurait mis en place un process parce que comme c'est un incident qui arrive régulièrement, on met en place un process. Donc là, imaginons qu'on le fasse là pour dans le cas de l'orchestre. Il met en place, voilà une matrice d'aide à la décision. Il y aurait beaucoup de variables. Il y aurait, le niveau, du second hautbois, s'il a travaillé le solo chez lui, combien de fois? S'il a joué, lors d'une répétition, comment ça s'était passé? L'importance du solo, sur la pièce, sur l'œuvre qu'on veut jouer, la durée, et l'importance du solo. Si le solo est court, peut-être un blanc, le public ne se rendra pas compte. Si le solo est très long, peut-être que oui et ça, je le multiplie par le nombre d'instruments. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est illisible et c'est surtout l'effet de bord de ça, c'est surtout que l'exécution de ce process déresponsabilise celui qui le suit. C'est-à-dire que si le process conduit à un mauvais choix, il ou elle dira: «Oh c'est pas de ma faute, hein, moi j'ai suivi le process» et paf, post-mortem, alinéa au process pour la prochaine fois et on va rajouter encore une variable de plus. Alors je parle de ça parce qu'en fait, heu, tout dysfonctionnement, qui arrivera dans l'orchestre, le seul responsable ou la seule responsable, c'est le chef d'orchestre. Il y a il y a pas de il y a pas enfin, ouais, la responsabilité, du bon fonctionnement, elle est vraiment dans les mains, du chef d'orchestre et lorsqu'on assiste, nous, dans le monde de la tech, à un raté ou un dysfonctionnement, ce qu'on constate, si on le constate après coup, on a tendance à faire un peu, son analyse et à mettre en place un process, une page, un paragraphe de plus en confluence et le communiquer à l'équipe mais alors, je dis pas, hein, je dis pas que tous les process sont inutiles, hein. Pas que facile le raccourci, hein. Je dis pas que tous les process sont inutiles et d'ailleurs, on le voit, dans l'orchestre ou dans notre monde, c'est pareil. Enfin, il y a des process qui sont vraiment utiles à mettre en place. Mais je dis juste que, souvent les managers ont tendance à aller un peu à la facilité. C'est plus facile de gérer un dysfonctionnement en rajoutant un process qu'en se remettant en cause, en question personnellement, individuellement. Parce qu'en fait,
un dysfonctionnement constaté est dans la majorité des cas anticipable. Et si le dysfonctionnement provient d'une erreur humaine, alors l'équipe aurait dû l'atténuer, voire l'effacer. Mais et si l'équipe ne le fait pas de façon naturelle, en fait, c'est un dysfonctionnement dont le manager est responsable. Alors, on vient de le voir, hein, la cohésion, le niveau d'engagement, de chaque membre de l'orchestre, fait envie. D'autant plus, qu'il donne, la plupart du temps un résultat, plus que satisfaisant. De notre côté, dans la tech, nous retrouvons parfois cette dynamique de cohésion, extrême et d'engagement. Je ne sais pas si vous en avez un en tête, si vous voyez ce à quoi je veux arriver? Non? Si? Moi, je vois un exemple parlant, c'est, la situation de l'incident critique en prod. Alors c'est pas parce que on travaille la nuit, qu'il y a cet engagement. Non, non, même en heure ouvrée, c'est possible. Dans ces moments-là, assez forts, tout le monde a le même objectif, c'est résoudre le plus rapidement possible l'incident. Chacun, pourra intervenir, proposer des idées et les choix, se feront, collectivement. Ce sont des moments, de très forte cohésion et de fierté, pour l'équipe une fois que l'incident est passé et tout le monde est concentré en même temps sur la réalisation d'un même objectif. Dans ces moments-là, nous retrouvons tous individuellement et collectivement, je sais pas si vous avez remarqué, notre liberté d'idée et d'action et les process, vraiment, n'existent plus en fait. C'est vraiment: «Allez, toute bonne idée là, les gars, allez on y va, faut résoudre le problème», il y a tout est décloisonné et tout le monde travaille ensemble et toute idée est la bienvenue. Donc conscience du niveau de chacun, focalisation et engagement collectif sur le même objectif au même moment, liberté d'action et responsabilité individuelle. Je pense que c'est des bonnes pistes de réflexion, et de pratiques inspirantes que nous pouvons peut-être emprunter au fonctionnement d'un orchestre. Merci beaucoup. On a pas mal de temps pour, des questions si vous voulez, demander des choses, Adriana ici présente. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la comparaison, de gestion de projet avec, la date de concert qui est déjà annoncée, qu'on va pas la repousser et cetera. Du coup, je me suis dit à un moment: «Mais c'est vrai, on ne sait pas gérer nos projets, on est mauvais» et en fait, je me suis dit: «Il y a peut-être une composante différente», c'est que, hem, est-ce que pour toi ça arrive? Est-ce qu'il y a ce même parallèle? On donne la date du concert, mais on n'a pas dit aux musiciens qu'est-ce qu'on allait jouer, et on peut changer en cours de route et voilà et il y a pas tous les musiciens encore qui sont recrutés. Le parallèle que je veux faire, c'est qu'effectivement, il y a des fois ce défaut, dans la technique. Est-ce que tu le retrouves et comment tu le gères, pour toi en musique? C'est quoi les parallèles? Alors sûrement que ça a dû arriver, hein, mais non, en fait, c'est beaucoup moins envisageable dans le cas de l'orchestre parce qu'il y a un public, en fait, qui se déplace et qui vient écouter et donc il en va un peu de son orgueil. On n'a pas envie d'être, complètement démuni et de faire une prestation, catastrophique, mais ça arrive, hein, qu'il y ait des concerts où il y a un arrêt, hein, et qu'il y a un cafouillage et que l'orchestre doive redémarrer, mais ça, c'est un raté, du chef d'orchestre. Du ou de la chef d'orchestre. Et avec un et le chef enfin le la chef d'orchestre a un niveau hiérarchique qui est quand même très élevé. Donc il se remettra en question et pour que la fois d'après, ça n'arrive pas. Mais oui, oui, c'est possible. Après, je veux pas non plus, nous déprimer. C'est-à-dire qu'évidemment, les chefs de projet, ils font au mieux. Hem et puis bon, bah, le décalage de planning, ça arrive, oui et puis nous, on a pas mal d'autres variables qui font que c'est plus compliqué. Mais je pense que c'est ce que je voulais dire, c'est surtout la lucidité. La lucidité, elle est là et si un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre, bah, donne des morceaux qui sont beaucoup trop difficiles, il va avoir l'orchestre qui va gueuler et qui va venir le voir et dire: «Ah mais non, non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, c'est mort», bah, du coup, on va décider peut-être d'enlever carrément une œuvre, du programme, ou même, c'est arrivé que, bah, on va carrément, un peu dénaturer, une œuvre et puis, au lieu de jouer, tout un mouvement entier, il y a une partie difficile, bah, on va la sauter. Bah, le public s'en rendra peut-être pas compte, parce que voilà, il y a pas on n'a pas que des experts devant nous. Mais du coup, il y a une réaction qui est faite, en fait et une réadaptation.
Oui, bonjour. Merci déjà pour la conférence. Est-ce que chez les violonistes, par exemple, il y a aussi la guerre des égos qu'il y a, par exemple, comme chez les développeurs, par exemple, et comment ça se gère par le chef d'orchestre, par exemple? Ouais, non, mais il y a beaucoup d'ego, c'est vrai. Merci. Merci. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je disais, que les musiciens mettent de côté leur ego, le jour du concert. En fait, c'est assez gris, il y a enfin, oui, il y a énormément d'ego dans le milieu de la musique, que ce soit amateur ou professionnel d'ailleurs, hein, c'est comme ça. Mais en fait, quand on est musicien d'orchestre, les moments de cohésion et cette sensation de jouer vraiment à l'unisson, c'est vraiment extrêmement grisant. C'est vraiment addictif. Et même s'il y a un ego, qui, transparaît, pendant les répétitions, avant les répétitions, ou entre les répétitions, voilà, qui vont se mettre un peu en avant ou, un peu aller voir, les chefs d'orchestre et cetera. Finalement ça s'efface. Merci pour ta conférence. Le parallèle, que tu as fait avec, un orchestre, je le trouve vraiment très bien. Mais, du coup, je me posais des questions. Vu on met beaucoup de process finalement, dans nos organisations et du coup, pour retrouver un peu cette part d'individualité, donner un peu cette part de liberté aux membres des équipes, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Deezer, du coup, pour que, par exemple, on n'ait pas à avoir un incident en prod pour le retrouver? En fait, ça, c'est la réaction, face aux dysfonctionnements. Ils peuvent être variés, hein. Ça peut être un incident en prod, mais ça peut être, un problématique de fonctionnement d'équipe, ça peut être, voilà, des problèmes humains, ça peut être, enfin, beaucoup de choses, hein. Moi, je pense que ce qui est clé, c'est, la confiance qui doit être là, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment, où on fait confiance à son équipe, heu, la liberté, la prise d'initiative, en fait, il faut partir du principe que, son équipe, elle est au niveau, quoi. Enfin, il y a pas de sujet là-dessus. Donc il y a aucune raison de ne pas faire confiance. Si à partir du moment où on fait pas confiance, on est obligé de mettre en place des process. Parce qu'en fait, parce que, pour être certain que l'équipe va aller, dans le sens que, je veux, par exemple. Ce qui est pas mon cas, hein. Je je sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment clé, c'est très important et un un dysfonctionnement, va peut-être amener un process quelquefois. C'est vrai, hein, je suis pas je encore une fois, je suis pas contre les process, hein. Mais honnêtement, je pense qu'on est en train de les empiler de plus en plus et c'est un peu l'enfer et en fait, ce que ça fait, c'est surtout ça déresponsabilise les managers et ça enlève même de la matière sur ce rôle-là. Le métier de manager d'équipe technique, moi, je le trouve magnifique. Il est magnifique, mais parce que c'est une aventure humaine, une évolution constante de la technique en plus à côté, c'est génial. Mais si on enlève, cette part, voilà, de dynamique humaine, de cohésion, d'engagement, c'est beaucoup moins intéressant. C'est que de l'écriture de process et vérifier que les personnes les appliquent et après de les évaluer individuellement. Pour moi, on perd, complètement, de vue notre métier. Merci beaucoup pour vos questions et encore merci Adriana, pour, ta conférence. Merci beaucoup, hein.